Qu'est-ce que la guerre ? Cette question, si aisée à formuler, n'a jamais été posée dans les commentaires de cette chaîne après 4 ans d'existence. Normal, me direz-vous. Nous nous penchons ici sur l'histoire militaire, sur des moments, des événements, et en profitons pour présenter des concepts utilisés durant l'histoire par certaines armées, pays, groupes, pour améliorer leur exercice de cette guerre. De fait, il est plus aisé de définir la guerre en situation que de comprendre le terme en lui-même. Cela est pourtant dangereux, notamment lorsque la guerre est invoquée dans des situations nombreuses. Ainsi, le mot guerre sert autant à définir une situation qu'à imposer une certaine lecture de la réalité. Il convient donc de chercher l'ensemble des éléments nécessaires à une situation pour pouvoir la nommer guerre plutôt que d'imposer le terme guerre à une situation. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo générale dans laquelle nous survolerons un certain nombre d'idées et d'auteurs afin d'ouvrir un nouveau chapitre sur cette chaîne, celui de la philosophie de la guerre. Tous les auteurs que je citerai auraient et donc auront droit à leur propre vidéo, et il est évident que nous ne verrons qu'une partie infime de ce qui peut être dit sur la guerre, sa nature, ses causes, son sens. Ceci est le fruit d'une synthèse forcément sujette à des interprétations, et il faut noter que nous n'aborderons pas plusieurs matières qui se sont proposées pour discuter la guerre, comme l'anthropologie, le droit, l'économie, etc. Dans un effort dialectique, nous commencerons donc par définir la guerre, élément par élément, afin d'en dessiner des contours larges, mais également pour clairement affirmer ce qu'elle n'est pas. Ceci étant fait, nous parlerons de 4 penseurs, encore aujourd'hui très intégrés dans la philosophie classique actuelle, pour répondre à la question de l'origine de la guerre et des conséquences en termes de définition que cela peut avoir en fonction de notre position sur cette question. Dans un troisième temps, nous tenterons de ramener cet ensemble d'idées dans le réel pour les confronter à la nature profondément multiple de la guerre. Enfin, nous tenterons une ouverture pour expliquer pourquoi, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et encore plus les 20 dernières années, le concept de guerre est en crise qui appelle à une réappropriation du terme. Avec une grande originalité, je vous propose de partir de la définition de dictionnaire qui porte en elle ce qui est communément admis et qui va nous permettre d'avoir un point de départ. Ainsi, le Larousse nous propose « lutte armée entre États », ajoutant entre parenthèses « la guerre entraîne l'application de règles particulières dans l'ensemble des rapports mutuels entre États. Elle commence par une déclaration de guerre ou un ultimatum et se termine par un armistice et, en principe, par un traité de paix qui met fin à l'état de guerre. » On voit très bien ici que rien ne suffit, la définition rentrant quasiment dans une approche légale, imposant l'État comme seul acteur d'une guerre, et j'en passe. Nous allons donc la mettre de côté et nous pencher sur la définition du CNRTL. Situation conflictuelle entre 2 ou plusieurs pays, États, groupes sociaux, individus, avec ou sans lutte armée. La définition est immédiatement beaucoup plus riche, mais nécessairement beaucoup plus difficile à interpréter. Mais l'essentiel est là. Nous avons donc une idée de conflit, mais également l'existence de plusieurs groupes opposés dans ce conflit. Assez étonnamment, le CNRTL prend des pincettes et précise qu'il peut y avoir ou non lutte armée dans une guerre. Partons donc de cet ensemble et commençons par dire ce que la guerre n'est pas. Si le conflit et la violence sont constitutifs de la guerre, on peut soulever qu'elle n'est pas confrontation de violences individuelles, ni même somme de confrontation de violences individuelles. Autrement dit, la guerre voit forcément ses acteurs organiser leur violence, et nous nous confrontons déjà à un premier paradoxe de la guerre. Si cette dernière porte en elle l'idée de confrontation, d'opposition, on doit également lui prêter tout un ensemble de coopération, d'organisation, d'entente. Tout groupe impliqué dans une guerre organise ses individus qui collaborent entre eux pour rendre leur violence et leur emploi de la violence le plus efficace possible. Ainsi, la guerre est un effort collectif opposé à un autre effort collectif. Citons Roger Caillois dans Bellone ou la pente de la guerre. On ne comprend pas la guerre si on ne la définit pas d'emblée comme une lutte collective, concertée et méthodique. Il ne suffit nullement de considérer en elle le simple recours aux armes. J'entends bien que la violence constitue le fait même de la guerre, mais il faut préciser aussitôt qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle violence.
personne ne nommerait guerre une multitude de rixes indépendantes. L'effort de coopération à l'intérieur de chaque camp n'est pas moins significatif que les combats. La guerre n'est pas simple lutte armée, mais entreprise organisée de destruction. Cette idée de destruction organisée soulève un élément constitutif important de la guerre. Cette dernière, loin d'être chaotique et incontrôlée, est au contraire un parfait exemple d'organisation intellectuellement structurée de violence collective. Et cet emploi de violence sert forcément des objectifs qui restent à être définis pour motiver l'effort du groupe. Cette organisation de l'effort nous amène très naturellement vers la question du lien entre la guerre et le politique. Et il apparaît chez de nombreux penseurs. Toujours est-il, car ce lien guerre-politique donnera de nombreuses vidéos, que nous ne pouvons tout définir. Il faut tout du moins accepter qu'il existe un lien entre ces deux termes qu'il s'agira de quantifier. Chez Machiavel, par exemple, la guerre pouvant mener un État à sa mort, il est normal que ce sujet de la guerre soit au cœur des prérogatives de l'État. La politique se doit donc de maîtriser la guerre comme on le retrouve dans l'art de la guerre ou encore dans Le Prince. La guerre est le seul art qui convienne à qui commande, et elle a une telle vertu qu'elle maintient non seulement ceux qui sont princes, mais souvent fait monter à ce rang ceux qui en sont privés. De façon étonnante, aucune des définitions ne soulève un aspect pourtant essentiel de la guerre. Cette dernière est finie. Si nous avons intégré qu'elle était un état de violence entre des communautés, que nous serions tentés de dire politique, nous devons donc ajouter un troisième point. La guerre a pour horizon la paix. Et insidieusement, on voit apparaître une nouvelle question. Qu'est-ce que la paix ? Car si la paix est la négation de la guerre, ou n'est qu'un événement que l'on ressent en l'absence de la guerre, alors ce serait plutôt bien la paix qui aurait pour horizon la guerre. De fait, cette relation entre guerre et paix est extrêmement complexe, aussi devrons-nous nous suffire ici de l'idée que la guerre a une fin. Et l'existence de cette fin suppose, au-delà des objectifs internes de la guerre, militaires dirons-nous, des objectifs externes, nécessairement politiques. I want her back. Well, of course you do. Will you go to war with me, brother? A few moments later. If Troy falls, I control the Aegean. Donc résumons. La guerre est un état de violence organisée, non pas de type animal, mais bien politique, entre plusieurs entités en confrontation et qui tend vers une fin à l'issue également politique. Quoi qu'il en soit, notre objet principal devient de désintriquer les notions de guerre et de politique pour en déterminer les liens et la subordination de l'un à l'autre. Si l'on aurait bien des difficultés à défendre une égalité stricte, la guerre ayant une fin là où la politique est permanente, on peut se questionner sur la guerre comme outil du politique, sur la politique en tant qu'organisatrice ou au contraire limitatrice de la guerre. Il vient donc naturellement la question de l'origine de la guerre que nous allons explorer ici à travers des auteurs classiques. Le premier sur lequel nous devons nous pencher est Thomas Hobbes, auteur du Léviathan ou Matière, forme et puissance de l'État chrétien et civil. Selon lui, la guerre est le propre de la condition humaine avant que les institutions politiques n'organisent les relations interindividuelles. On pourrait ainsi résumer cette idée en disant que la guerre est dans la nature de l'homme. Mais il convient de discuter de son raisonnement pour en comprendre la portée exacte. En créant l'homme à l'état de nature, concept purement théorique d'un homme sans aucune culture ni organisation politique, Hobbes raisonne sur le fonctionnement de ce dernier et soulève que tous les hommes à l'état de nature sont égaux face à la mort, à la force, à la violence. En découlerait, du fait de la validité humaine qu'Hobbes prête à notre nature, méfiance, défiance, et donc mécaniquement, un état de guerre permanent de tous contre tous, chacun pensant à lui-même. Il faut bien faire attention, et noter que cette guerre, dans l'état de nature, est malgré tout un phénomène collectif, et ne se suffit pas de la simple violence bestiale. Elle est déjà une expression de l'inicité de l'homme dans le monde animal. Mais, l'homme étant animal de raison, il lui apparaît rapidement que cet état de guerre permanent, s'il permet une expression de son égalité avec tous, n'est pas viable pour protéger sa vie qui prime nécessairement. Aussi, il est prêt à abandonner une part de son égalité pour faire naître le pouvoir
la souveraineté. L'intérêt du pouvoir est rien moins que la préservation de la vie pour chacun. Ce que le souverain apporte au sujet, c'est le maintien de la vie. La politique apporte à l'homme la sortie de l'état de guerre de tous contre tous, inhérent à l'état de nature. Ainsi, on se doit de nuancer nos premiers propos. La guerre n'est pas dans la nature de l'homme. Elle est une conséquence naturelle de l'égalité de l'homme dans l'état de nature. Et la politique est ce qui permet de la dépasser. Le pouvoir, l'État même, puisque c'est de cela qu'il relève dans le Léviathan, doit devenir une puissance supérieure à tout homme pour lui inspirer un respect mêlé d'effroi. Plutôt que de mourir, l'homme accepte donc sa soumission à l'État, et la guerre n'existe alors plus qu'entre les multiples souverainetés créées par ces soumissions. Étant donné qu'aucune méta-souveraineté n'est apparue pour organiser politiquement toutes les souverainetés désormais constituées, ces dernières se retrouvent dans l'état de nature qui précédemment concernait l'homme en tant qu'individu, et se déclarent donc la guerre comme expression de leur égalité. Mais en s'arrêtant ici, plusieurs questions restent en suspens. Peut-on empêcher la guerre entre souverains ? La disparition de la guerre est-elle souhaitable ? Il nous faut alors nous pencher sur un deuxième penseur, qui s'inscrit dans l'extension de Hobbes sur le sujet de la guerre, Emmanuel Kant. Dans son essai philosophique sur la paix perpétuelle, Kant donne à la politique un rôle que l'on retrouve encore aujourd'hui dans la géopolitique, le droit international et le droit de la guerre. En partant de sa fameuse insociable sociabilité de l'homme, Kant défend, tout comme Hobbes, que l'homme est inhéremment porté au conflit, mais qu'il cherche également à se rapprocher socialement de ses pairs. Selon lui, c'est précisément parce que l'homme est naturellement porté vers la guerre contre l'homme que l'on peut attendre du politique un progrès vers une paix perpétuelle. On pourrait presque parler de politique machiavélienne de la paix. Cette paix serait un progrès atteignable uniquement par une politique de paix. On trouve ici une approche active de la recherche de la paix. Si le thème vous intéresse, je peux vous renvoyer à la vidéo d'Analepse sur la polémologie dans laquelle ce dernier m'a fait l'honneur de m'inviter. Toujours est-il qu'avec une telle approche, Kant propose que la paix peut faire l'objet d'une véritable politique, peut-être un objectif. Dans la lignée de Hobbes, il souligne que cette guerre dans la nature humaine se retrouve dans la guerre entre États. Ainsi, il propose un double jeu de la politique pour les souverains. La politique interne est l'exercice du pouvoir censé organiser les relations interpersonnelles, et donc faire échapper les membres de sa société à la guerre de l'homme contre l'homme. La politique externe est l'exercice de la souveraineté qui doit tendre à construire sa paix avec les autres souverainetés. Cette transposition permet donc de construire l'idée selon laquelle il faudrait projeter le même exercice de la politique interne, celui de l'équilibre des intérêts individuels pour faire société, à la politique externe, donc d'équilibrer les intérêts étatiques pour fonder une paix perpétuelle. Quand on arrive même à proposer une société des nations, entité supranationale qui, si elle ne remet pas en cause la souveraineté de chacune des nations, doit organiser la politique de paix qu'il prône. L'État succède à la guerre entre les hommes, la société des nations doit succéder à la guerre entre les États. La raison, en opposant les égoïsmes nationaux, doit donc politiquement construire la paix, concept encore présent aujourd'hui à travers l'ONU, structure qui s'inscrit elle-même dans la continuité de la SDN, Société des Nations, après son échec. Notons également que Kant défend un droit de la guerre. Pour justifier ce dernier, il soulève qu'une guerre qui porterait la violence trop loin, de manière trop absolue et traumatisante, serait une catastrophe quant à l'acquisition d'une paix future. Ainsi, le droit de la guerre ne se pense pas réellement comme une manière de protéger les individus qui y sont engagés. Il faut plutôt y voir une façon de préserver la possibilité pour le politique d'atteindre une paix acceptable. Étonnamment, Kant ne va pas au bout de sa logique, en s'interdisant de remettre en cause la souveraineté des États dont il prétend organiser la paix perpétuelle, mais nous y reviendrons. S'il nous serait possible d'enchaîner sur la pensée d'Hegel, qui pousse la logique kantienne encore plus loin en posant la guerre comme procédant d'une logique de rationalisation du politique par le conflit, il me semble plus important ici de proposer une autre voie, une autre interprétation de l'origine de la guerre, celle de Rousseau. Selon ce dernier, bien loin d'être issue de la nature, la guerre serait issue de la société. Il soulève une incompatibilité entre la paix et la liberté et critique violemment Hobbes, dont la position n'aurait pour seul but que de justifier un État autoritaire. Et on touche ici à un aspect complexe de la relation entre guerre et politique que ni Hobbes ni Kant n'ont soulevé,
mais que Rousseau prend à bras-le-corps. En effet, en posant la guerre comme un état de nature dont la politique prémunit, Hobbes et Kant effacent tout ce que la politique produit comme effet indésirable, tous ses paradoxes et ses perversions. Once more, the Sith will rule the galaxy. And we shall have peace. Selon Rousseau, c'est l'amour-propre qui crée le conflit. C'est par la comparaison, donc par la condition sociale, que naît le conflit et par extension la guerre. C'est le rapport des choses et non des hommes qui constitue la guerre, et l'état de guerre ne pouvant naître des simples relations personnelles, mais seulement des relations réelles. La guerre privée d'homme à homme ne peut exister, ni dans l'état de nature sans la propriété, ni dans l'état social où tout est ordonnancé par des lois. Ici, Rousseau soulève un élément important jusqu'ici oublié par Kant et Hobbes, le besoin d'un enjeu. Il n'y a conflit que parce qu'il y a envie. La notion de relation réelle ne peut apparaître dans la pensée de Rousseau qu'avec la propriété privée, et on retombe alors dans une de ces notions, celle du vol originel. Il est donc impossible de trouver la guerre dans l'homme à l'état de nature. Mais Rousseau va plus loin, en soulevant également que la société étant organisée par des lois, qui régissent les conflits entre citoyens et les font ainsi échapper à leur violence, la guerre ne peut exister entre citoyens. En somme, la guerre ne peut être interindividuelle. On arrive à cette idée qu'elle n'a aucun affect. Elle ne peut avoir lieu qu'entre États, et même un individu qui y prend part ne le fait pas en tant qu'individu, mais en tant qu'expression de l'État auquel il appartient. La guerre est donc une pure expression politique, un rapport entre des institutions. On ressent bien, en sortant de ces trois penseurs, que finalement, leur approche très idéale, théorique, n'accouche que d'une définition très limitée de la guerre et de sa relation avec la politique. Aussi, je me vois obligé de terminer ce tour d'horizon avec son penseur le plus influent, dont vous connaissez la définition. Il s'agit du très classique Clausewitz, avec son livre publié posthume De la guerre. Évidemment, nous n'allons ici qu'effleurer un propos d'une richesse complexe. Toujours est-il que l'on retient cette citation. La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Mais permettez que je vous propose ici deux autres citations pour aborder le mieux possible son propos. La guerre est un acte de violence qui doit contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. La guerre est un moyen sérieux au service d'une cause sérieuse. Tout ce qui, en elle, peut ressembler à un chatoyant jeu de hasard, toutes les vicissitudes de la passion et du courage, de l'imagination et de l'enthousiasme n'en sont que les propriétés particulières. Clausewitz présente donc la guerre comme un moyen et non une fin. Il l'enchaîne aux politiques et soulève une double nature. Celle-ci est déchaînement de violence, mais également raison politique. Et elle oscille entre les deux constamment, puisque, en tant que moyen, elle a une fin à atteindre. Par un habile raisonnement, en cherchant à comprendre ce qui limite la violence de la guerre, ce qui empêche sa montée aux extrêmes, il pose que cette dernière est assujettie à une raison, et celle-ci n'est autre que politique. On peut ainsi également citer cette phrase. La guerre est une partie des relations politiques qui ne fait pas cesser les relations politiques. Mais cet asservissement de la guerre aux politiques, cette oscillation entre violence et raison qui explique bien mieux que toutes les théories précédentes cet aspect particulièrement rationnel de l'exercice de la guerre, ne sont pas les seuls apports de Clausewitz à l'étude de la nature de la guerre. En effet, ce dernier prône une approche réaliste, matérielle même de la guerre. Ce qui l'a fait cesser, ce n'est pas une politique idéaliste à la Kant, mais plutôt un équilibre des forces, un calcul encore une fois rationnel du rapport entre les coûts, les efforts, les risques et les gains potentiels. Il ne serait donc de paix que dans un équilibre de Nash, où la balance des forces est telle qu'aucune action unilatérale ne pourrait être entreprise pour la remettre en cause dans une vision pragmatique. Tu cherches la guerre. Calme-toi. Il ne peut pas y avoir de guerre entre nous. Dommage. Pourquoi? Parce que si ma subtile intelligence se taille la part du lion sur le plan de la force physique,
J'ai bien peur que la génétique n'ait pas joué en ma faveur. Cette élaboration d'une forme de science ou de philosophie politique de la guerre est à mettre en parallèle avec l'esprit des lois de Montesquieu. Le plan de la guerre en est une reproduction, partant du plus général possible pour ensuite aller vers le spécifique. Car Clausewitz, contrairement à Hobbes, Kant et Rousseau, se refuse à définir la guerre théoriquement en allant contre le réel. Et cela répond à une question à laquelle nous devons désormais nous confronter pour pouvoir avancer. Comment concilier la définition de la guerre selon sa nature propre et permanente avec la diversité des guerres et des faits de guerre? Finalement, cette étude sur l'origine de la guerre pour la démêler du politique ressemble à un échec cuisant. Si toute la réflexion théorique n'est pas sans intérêt intellectuel, le fait est qu'elle ignore tellement le réel qu'elle échoue à le décrire. Or, la guerre n'est pas un exercice intellectuel, mais bien matériel. Violemment matériel. J'en veux pour preuve que les propositions de Hobbes, Kant et Rousseau sont toutes les trois assujetties à leur propre réalité matérielle et historique. Ainsi, l'état de nature et la guerre de tous contre tous de Hobbes est une représentation directe de la guerre civile anglaise et des guerres de religion en Europe qu'il a lui-même vécues. Ce moment dans l'histoire où les sociétés se sont déchirées au point de ne plus avoir de paix sociale, où chacun pouvait potentiellement être votre ennemi, où toutes les institutions princières, ecclésiastiques, juridiques, échouaient à se voir reconnaître la moindre légitimité, a profondément traumatisé une génération entière de penseurs politiques, dont Hobbes, Locke ou Pascal font partie. Et ces derniers ont conséquemment construit un système de pensée où le plus grand des maux était justement la guerre civile, qu'il s'agissait d'éviter à tout prix, justifiant au passage un État autoritaire qui vous privait de liberté, mais qui vous donnait en échange une sécurité contre cette guerre de tous contre tous. Kant, pour sa part, était bien connu pour sa capacité à raisonner jusqu'à l'instant où son raisonnement risquait de mettre en péril l'état de fait du pouvoir monarchique au sein duquel il vivait. Il ne faut pas non plus le taxer de complaisance, mais on remarque que son approche particulièrement idéaliste, se refusant à se confronter au réel, manquait parfois certaines natures ambivalentes. La guerre n'y échappe pas. Car si Kant fait de la paix un but à atteindre, politiquement vertueux, expression d'une raison supérieure à une nature belliqueuse, il ne soulève en rien que cette paix extérieure pouvait parfaitement justifier un autoritarisme intérieur, plutôt classique au XVIIIe siècle, celui de l'absolutisme, de la souveraineté d'un seul sur tous. Il était plus simple d'ignorer cette difficulté en séparant politique interne et externe, et donc d'effacer que la guerre est également un outil de contrôle interne, à l'image de la Pax Romana, où la paix est offerte par le souverain en échange de la soumission envers lui. On retrouve la sécurité de Hobbes, mais on ne questionne pas la sûreté, la protection de chaque citoyen contre l'arbitraire interne de l'État. De même, comme nous l'avons déjà soulevé, Kant se refuse à construire une paix par l'intermédiaire d'un abandon de la part des États d'une partie de leur souveraineté au profit d'un super-État. Il rejette le fédéralisme, protégeant ainsi la souveraineté des familles royales à laquelle il n'ose s'attaquer. Et que dire de Rousseau, tête d'affiche de la pensée des Lumières, de la raison pensée à son paroxysme, qui s'imagine pouvoir donner à l'homme l'expression entière de sa vertu par un exercice constant de la science sans en chercher les conséquences et les expressions matérielles. En faisant de la guerre un objet de pure expression politique des États, il est dans la pleine lignée de la pensée de son siècle, qui fait de l'administration, de la centralisation, de l'équilibre des pouvoirs le meilleur moyen d'organiser la société des hommes. Sa définition, particulièrement restrictive, ne donne donc qu'à l'État la capacité de faire la guerre, et ce, uniquement à un autre État. Il efface ainsi une myriade d'autres réalités, d'autres conflits tout aussi politiques, mais hors du cadre étatique. Et finalement, c'est bien cela qui doit nous intéresser. Lorsque nous posons la question de ce qu'est la guerre, nous ne pouvons ignorer que cette dernière a de nombreuses expressions matérielles, comme en témoigne la variété de ses dénominations. Guerre nationale, guerre civile, guerre révolutionnaire, guerre impérialiste, guerre coloniale, guerre de conquête, d'agression, de défense religieuse, d'indépendance, tout cela montre surtout qu'une guerre, puisqu'elle est une expression incroyablement matérielle d'une volonté politique, ne peut se définir qu'à travers son contexte historique. Nous nous devons, une fois passées les quelques formules de définition très générales et jamais suffisantes, d'historiciser la guerre pour la définir. En cela, c'est une des motivations de l'histoire militaire que reprend cette chaîne. Cette historicisation nécessaire de la guerre est un exercice politique essentiel,
Et pourtant, il n'est que fort rarement, pour ne pas dire jamais, exécuté par la classe politique elle-même. C'est que cette dernière, il faut bien l'admettre, n'a pas véritablement intérêt à le faire. Car, comme nous l'avons vu, la paix est un moyen particulièrement efficace de justifier une emprise politique interne. Et en cela, il est important de citer Michel Foucault, lorsque ce dernier se permet de retourner la citation de Clausewitz. Le pouvoir politique a pour rôle de réinscrire perpétuellement le rapport de force par une sorte de guerre silencieuse, et de le réinscrire dans les institutions, dans les inégalités économiques, dans le langage, dans le corps des uns et des autres. La politique, c'est la guerre continuée par d'autres moyens. La politique est une façon de déplacer le rapport guerrier vers une forme institutionnelle de faible intensité. La guerre serait donc l'état normal de l'homme en tant qu'animal politique. Quand cette dernière se paie au prix des libertés fondamentales, il y a danger. Quand la prise en main politique de la guerre permet de maintenir le conflit à un niveau acceptable et de sauvegarder la possibilité d'une coexistence des libertés, alors il y a paix. La politique est une façon de rendre habitable un monde en guerre. Finalement, il y a quelque chose d'intéressant à remarquer que tout est joignable avec une approche aristotélicienne. La guerre étant une expression inhérente à la politique, si l'homme est un animal politique, alors il est naturel que l'homme connaisse la guerre. Mais si je vous fais part ici de l'idée de Foucault, qui mériterait d'être amplement développée, c'est pour aborder en guise de conclusion la crise du terme guerre que nous connaissons aujourd'hui. La guerre que nous devons livrer doit être totale. Terror is evil, and wherever evil exists, the free nations of the world must come together. Donc nous sommes en guerre. Et parce que nous sommes en guerre, nous prenons des mesures exceptionnelles. Et nous agirons. Et nous frapperons cet ennemi pour le détruire. Bien sûr, en France et en Europe, pour poursuivre ceux qui ont commis cet acte. Mais aussi, et vous le savez, en Syrie et en Irak. There's no shades of gray in this war against terror. Either you're with the United States or you're not with the United States. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. We're at war. In a true sense, we're at war. And we're fighting an invisible enemy. Nous sommes, à minima depuis le 11 septembre 2001, comme piégés dans une guerre permanente, décrétée contre le terrorisme. Cette dernière échappe finalement à toutes nos définitions. L'ennemi est partout et il n'est nulle part. Il échappe donc au droit de la guerre, à la géopolitique, aux relations interétatiques. Or, notre vision de la guerre est encore inscrite dans cette philosophie politique classique, de Hobbes, de Kant ou de Rousseau. En témoigne la toute-puissance des États et la création d'institutions supra-étatiques telles que l'Union européenne ou l'ONU. Et pourtant, rien n'est remis en cause dans ce cadre philosophique classique, alors même que nous vivons cette guerre permanente. C'est bien que, si l'on suit l'idée d'historicisation de la guerre, nous faisons face à une nouvelle forme de la guerre, encore inconnue, dont les spécificités ne pouvaient qu'échapper aux penseurs précédents. Grégoire Chamaillou, dans son livre Théorie du drone, soulève ainsi plusieurs points de rupture de la guerre contemporaine avec les guerres précédentes. Le drone, en permettant à l'un des deux camps de parfaitement échapper au risque de mort, remet radicalement en cause l'égalité dans l'état de guerre si cher à Hobbes. Il n'y a plus de réciprocité dans le droit de tuer, qui ne peut exister que dans le cadre d'une guerre. Et le terrorisme, en face, ne trouve à opposer que la figure du kamikaze, celui qui est certain de mourir. Pire, le drone réduit le risque encouru à presque rien, à peine la destruction d'un objet industriel, ce qui entraîne fatalement une absence totale d'intérêt à donner à la guerre une fin. Et chaque attaque de drone crée de nouvelles vocations terroristes, autant de nouvelles cibles potentielles. Kant est donc ici complètement dépassé. La guerre contre la terreur ne désignant pas d'ennemi, elle n'a pas non plus de territoire qui lui est associé. Aucun espace n'est en guerre, mais nous sommes en guerre partout. Ainsi, la guerre interétatique, seule possible selon Rousseau, ne donne absolument aucune clé de compréhension de notre époque. Nous sommes donc face à des guerres éternelles, sans état et sans réciprocité. On parle de guerre asymétrique, de faible intensité, de guerre contre le terrorisme. Mais ces expressions masquent des actions violentes, de guerre, bien réelles. Nous devons donc nous demander quelles guerres véritables sont dissimulées par ces expressions floues qui ne donnent ni les acteurs, ni les territoires, ni les moyens de cette violence organisée.
nous n'avons plus les outils dans la philosophie politique classique pour les définir. Et pour ne rien améliorer, nous faisons face dans le même temps à un emploi du terme guerre pour des situations nombreuses qui devraient normalement échapper au terme. Guerre des sexes, des genres, guerre civilisationnelle, économique, culturelle, et finalement le dernier exemple en date, guerre contre une maladie. Il nous faut donc impérativement nous réapproprier le terme de guerre, le contextualiser et employer la réalité actuelle plutôt que de l'ignorer pour de nouveau pouvoir la définir. En cela, Clausewitz reste éminemment important, et nous devons au moins terminer cet épisode en réaffirmant un minimum d'éléments constitutifs de la guerre. Tout d'abord, la guerre n'existe qu'à travers la politique. Sans rapport de pouvoir, sans autorité, sans sujet politique, il ne peut y avoir de guerre. Ni la psychologie ni la morale ne sont pertinentes, et il convient de répéter que le terme de guerre ne peut jamais s'appliquer entre individus. Ce lien entre guerre et politique est la clé. Plutôt qu'État, il s'agirait de parler de groupe, de structure de pouvoir. En tant que phénomène collectif, la guerre organise la violence et son emploi, mais ne le fait qu'en tant que moyen et non de fin. Et cette fin est forcément politique. Finalement, il faut se demander si ce n'est pas la définition de ce qui fonde le politique qui est en crise. Si la guerre peut être déclarée par peu, elle peut nous impliquer tous. Et en cela, la question « qu'est-ce que la guerre ?» nous concerne profondément. Et perdre ce terme, c'est peut-être perdre notre pouvoir politique. La guerre peut alors devenir un élément de contrôle, même en son absence, jusqu'au point de donner raison à Paul Valéry. La guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent, mais ne se massacrent pas. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une bonne journée.